Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Paris Next Door où je partage mes 3 passions que sont les voyages, la musique et la biologie. Et aujourd'hui, on va parler de biologie. Let's go! Salut tout le monde, moi je m'appelle Angie, je suis en doctorat de biologie et aujourd'hui on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le vaccin contre la Covid-19 a été développé en un temps record, à savoir 8 mois, tandis que ça fait 40 ans qu'on a découvert le virus du VIH et toujours rien. On a vu énormément ce parallèle sur les réseaux sociaux entre le VIH et le SARS-CoV-2. Et c'est vrai qu'au premier abord, ce parallèle peut s'entendre puisque ce sont tous les deux des virus et ils sont tous deux à l'origine d'une pandémie et c'est toujours le cas pour le sida. Mais alors que se passe-t-il ? Travaillant dans le monde de la recherche, c'est vrai que c'est un parallèle qui m'intriguait énormément, surtout pour comprendre les spécificités du SARS-CoV-2 versus du VIH qui ont mené au développement d'un vaccin aussi rapidement. Donc c'est vrai que j'attendais aussi d'avoir un peu plus de recul sur les différents types de vaccins, les différents types de variants et leurs spécificités. Et aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter le résultat de mes petites recherches. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai 2 disclaimers à vous faire. Le premier, c'est que j'ai une formation en biologie, mais pas en virologie, qui est l'une des spécialités de la biologie qui étudie les virus. Donc s'il y a des spécialistes parmi nous, n'hésitez pas à venir apporter des précisions dans les commentaires. Le deuxième disclaimer commence par un "Don't get me wrong". Lorsque j'ai vu la vitesse à laquelle se développait le vaccin, le nombre d'articles scientifiques, d'essais cliniques qui sortaient à la minute littéralement, j'étais en mode waouh quoi, c'est génial en tant que scientifique d'assister à cette stimulation scientifique internationale. Et surtout j'étais en mode go research, les connaissances s'accumulent, on est capable d'identifier, de séquencer le virus et de développer un vaccin en des temps records et ça c'est quand même cool. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi une petite voix en moi qui me disait pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre le VIH ? Ça fait 40 ans qu'il a été identifié, maintenant on a les outils pour l'étudier précisément, donc quelle est la particularité de ce virus et pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas de vaccin ? C'est pour cela que j'avais envie de comprendre, d'explorer et de rendre plus accessibles certains concepts scientifiques qui peuvent paraître très abstraits. C'est dans cet esprit que j'ai décidé de faire cette vidéo sans entrer dans une démarche pro ou anti-vaccin, mais juste en vous présentant des faits pour fournir des outils de compréhension et mettre à l'épreuve nos esprits critiques. La première réponse instinctive que j'ai eue, c'est que je me suis dit ok, c'est forcément une histoire d'argent. Ils ont identifié l'opportunité commerciale que représentait la Covid-19, sachant que la plupart des pays touchés sont des pays occidentaux à fort pouvoir d'achat. Ils se sont dit ok, si on investit dans le développement d'un vaccin, les retombées financières vont être juste incroyables. Et de l'autre côté, la plupart des pays touchés par le VIH sont des pays où le pouvoir d'achat est plus bas. Donc développer un vaccin si personne ne va l'acheter derrière, c'est moins intéressant. Ensuite, je me suis quand même dit qu'entre 8 mois et 40 ans, c'est quand même un gap qui est énorme. Donc il y a forcément une explication biologique derrière tout ça et c'est ce que l'on va creuser tout de suite. On va commencer par les bases. Qu'est-ce qu'un vaccin? Qu'est-ce qu'un virus? Les virus, on va dire que ce sont les méchants et les vaccins, les gentils, ou du moins ce qui est censé vous protéger d'une infection virale. Plus concrètement, le virus est la particule qui va venir infecter vos cellules. Dans le cas du SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19, il va s'attaquer principalement aux cellules des voies respiratoires telles que les poumons. Il va pénétrer dans les cellules, se multiplier, ressortir et faire la même chose dans d'autres cellules et continuer sa multiplication. Donc concrètement, des cellules qui sont infectées meurent. Donc un virus, c'est quelque chose qui a la possibilité de tuer vos cellules. Une cellule isolée comme ça, c'est pas très grave, mais à l'échelle d'un organe, ça peut venir impacter la fonction de votre organe. Dans le cas de la Covid-19, on a bien vu que ce sont plutôt les cellules des voies respiratoires telles que les poumons qui étaient infectées, car ce sont les cellules préférées du virus. Le vaccin, c'est une petite particule du virus, mais c'est pas du tout le virus. Dans le virus, on a ce qu'on appelle la partie virale qui va permettre le maintien et la multiplication du virus. Donc c'est principalement les éléments que l'on retrouve dans le noyau tels que l'ADN où l'on retrouve tous les composants à partir duquel on va pouvoir reconstituer un virus.
Mais votre virus, donc, il a en son noyau toutes les particules qui permettent son maintien et sa multiplication, mais il a aussi des protéines, des particules en périphérie qui va lui permettre d'être reconnu par le système immunitaire. Alors le système immunitaire, c'est le bouclier de notre corps. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bactérie ou un virus qui nous infecte, notre système immunitaire, composé d'énormément de cellules, il va venir sur le site de l'infection et il va analyser la situation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il va identifier le virus, il va appeler tous ses potes du système immunitaire, donc toutes les autres cellules impliquées dans la protection immunitaire, et il va mettre en place tout un système pour protéger le corps humain. Ce qui est hyper intéressant, c'est que notre système immunitaire, donc notre bouclier, a une mémoire. C'est-à-dire que plus notre corps va être exposé à la même infection, au même virus, mieux le système immunitaire va pouvoir nous protéger. Concrètement, si tu es infecté une fois par un virus ou une bactérie, ça va être beaucoup plus difficile d'être infecté une deuxième, une troisième et une quatrième fois, tout simplement parce que le bouclier devient de plus en plus intelligent et de plus en plus rapide à mettre en place une réponse immunitaire qui soit efficace et qui nous protège. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on développe un vaccin ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une petite particule du virus. Donc dans le cas du vaccin contre la Covid-19, on prend la protéine qui s'appelle Spike, donc cette fameuse protéine en périphérie qui va permettre la reconnaissance du virus par le système immunitaire. Donc lorsque le système immunitaire va être exposé à Spike uniquement, il va penser que vous êtes vraiment infecté par le virus en entier, mais on est d'accord que ce n'est pas le cas. Donc au niveau du site de l'infection entre guillemets ou du vaccin, là on va vous mettre le vaccin. En fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les cellules du système immunitaire vont se mobiliser et vont créer une réponse immunitaire et surtout activer la mémoire du système immunitaire qui va encore une fois croire que vous êtes vraiment infecté par le SARS-CoV-2, développer les anticorps. Donc les anticorps sont des protéines permettant de neutraliser le virus et comme ça, lors d'une prochaine infection, le système immunitaire il sera déjà au taquet pour vous protéger efficacement. Donc les gars, c'est cool, on a les bases, on sait ce qu'est un vaccin, on sait ce qu'est un virus, on connaît la fonction du système immunitaire. Donc on est paré pour comprendre la rapidité historique du développement du vaccin contre la Covid-19. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le corps humain a une protection naturelle contre le SARS-CoV-2, virus responsable de la Covid-19. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Donc concrètement, moi-même j'ai été positive au SARS-CoV-2 il y a quelques mois et je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir été aussi. Et on est d'accord qu'à cette époque, les vaccins n'existaient pas encore. Par contre, au bout de 7 jours, on n'avait plus de symptômes et pour la plupart, on était devenus négatifs au SARS-CoV-2. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc bien sûr ici, je ne veux pas minimiser la gravité, surtout chez les personnes qui ont développé des formes sévères, parce que clairement on est dans une pandémie et c'est la raison pour laquelle on est dans une pandémie, c'est que les gens meurent de la Covid-19. Mais c'est vrai que même si au début nos systèmes immunitaires étaient très affaiblis, parce que notre corps tout simplement n'avait jamais été exposé au SARS-CoV-2, dans de nombreux cas, au bout de quelques jours, le système immunitaire a fait son taf. C'est-à-dire que notre système immunitaire a développé les anticorps nécessaires afin de neutraliser le virus. Et ça, c'est un point qui est très important à souligner parce qu'est-ce que vous connaissez des personnes qui ont guéri naturellement du sida ? Donc la première partie dont vous êtes déjà au courant, c'est que les cellules préférées du SARS-CoV-2 sont les cellules des voies respiratoires telles que les poumons. Ce sont des cellules qui sont hyper importantes pour vivre, mais elles ne sont pas essentielles dans le sens où on est capable de réanimer ou du moins de maintenir la fonction de l'organe artificiellement. De l'autre côté, les cellules préférées du VIH, ce sont les cellules du système immunitaire, donc les cellules du bouclier. C'est-à-dire que lorsque tu es infecté par le VIH, à terme, tu n'auras plus de bouclier en fait, parce que le VIH tue les cellules de ton système immunitaire. Ce qui veut dire que, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais la moindre infection peut être fatale lorsque tu es infecté par le VIH, tout simplement parce qu'au fil du temps, il va détruire toutes les cellules de ton bouclier. Donc ça, c'est vraiment l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles le développement d'un vaccin contre le VIH est si compliqué, puisqu'il touche à l'essence même du concept du vaccin, c'est-à-dire qu'il touche aux cellules immunitaires qui sont censées nous protéger contre une future infection. Le deuxième élément qu'on va aborder, c'est le taux de mutation. Alors, qu'est-ce que le taux de mutation ?
Le taux de mutation, c'est la capacité qu'a votre virus à accumuler des modifications dans son ADN. Les virus, ce sont des particules qui sont connues pour muter énormément. Donc par exemple, le virus du VIH mute tous les jours, plus d'1 milliard de fois par jour. Donc quelles sont les implications de ce taux de mutation ? Prenons le cas du VIH. Imaginons qu'on m'injecte une petite particule de surface du VIH, d'un VIH par exemple A, et celui-ci correspond par exemple à un mutant A. Ok ? Donc moi je me dis super, je suis bien protégée contre le mutant A. Si demain je suis exposée à un VIH mais qui est un mutant B, moi je vais me sentir tranquille parce que je vais me dire ok, moi je suis vaccinée, il n'y a pas de problème, sauf que le mutant A et le mutant B n'ont pas la même protéine de reconnaissance. C'est-à-dire que dans tous les cas, je vais quand même développer le sida parce que je n'aurai pas la protection adéquate finalement qui corresponde au mutant qui m'a infecté. Donc en revanche, si on prend le cas du SARS-CoV-2, c'est un virus qui mute très peu. Et là, je vous vois venir en mode mais Inji et tout, il y a les variants, qu'est-ce que tu nous racontes ? Finalement, oui, il y a des variants, ça c'est sûr, mais ça fait 1 an et demi qu'on a entre guillemets découvert le SARS-CoV-2 et pendant toute cette période-là, il y a eu, je sais pas, 4 variants, 5 variants vraiment fonctionnels parce que bien sûr, il y a eu des tonnes de variants un peu silencieux qui n'avaient pas d'impact sur la fonction, mais les variants dont on a entendu parler, par exemple le variant sud-africain, le variant anglais, le variant brésilien, donc voilà, il y en a on va dire 4 ou 5 maximum qui ont été identifiés et qui ont un réel impact sur la fonction. Si on compare, on va dire un virus qui mute entre 4 et 5 fois par an et un virus qui mute 1 milliard de fois par jour, vous comprenez qu'on peut dire que le SARS-CoV-2 est un virus qui mute très peu. La vraie question à se poser actuellement, c'est quelle est l'efficacité des vaccins sur les variants ? Pourquoi cette question ? Tout simplement parce que la plupart des vaccins qui sont commercialisés actuellement ont été développés sur la souche originelle, on va dire du moins la souche la plus répandue du SARS-CoV-2 et n'est pas, on va dire, spécifiquement adapté aux variants vu qu'ils sont apparus bien après. Et le vrai problème, c'est que si les variants qui ont été identifiés actuellement ont des mutations sur la fameuse protéine Spike qui a été utilisée pour développer le vaccin le plus répandu contre le SARS-CoV-2, le système immunitaire et la mémoire du système immunitaire ne sera plus à même finalement de reconnaître ce virus qui aura muté. Et ça, c'est vraiment la question clé en ce moment, enfin du moins depuis que les variants sont apparus. C'est pour ça qu'il y a énormément de laboratoires qui font des essais cliniques actuellement pour vérifier l'efficacité du vaccin actuel sur les variants et 2, si l'efficacité n'est pas prouvée, développer un vaccin qui soit spécifique des variants ou du moins, on va dire peut-être qu'il puisse cibler un maximum de variants avec une efficacité qui soit correcte. Le troisième point qu'on va aborder, c'est la question de l'antériorité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que le SARS-CoV-2 s'appelle le SARS-CoV-2 ? C'est tout simplement parce qu'il existe un SARS-CoV-1 qui a été découvert en 2003 et qui est responsable du SRAS, donc du syndrome respiratoire aigu sévère, une maladie infectieuse respiratoire qui est apparue en Chine autour des années 2002-2003. Ce virus a donné lieu à une épidémie qui a été contenue par des mesures de quarantaine et c'est pour ça que lorsque le SARS-CoV-2 est apparu, les premières mesures qui ont été envisagées par le gouvernement ont été des mesures de quarantaine parce que c'est comme ça qu'avait été contenue et contrôlée l'épidémie en 2002-2003. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2002-2003, lorsqu'on a découvert le SARS-CoV-1, il y avait déjà eu le développement d'un vaccin qui était en cours, mais le truc c'est que l'épidémie a été stoppée hyper rapidement. Du coup, il n'y avait plus de personnes infectées sur lesquelles on avait pu tester l'efficacité du vaccin. C'est l'Institut Pasteur qui avait initié les recherches il y a maintenant 19 ans et ce qui est ultra intéressant, c'est qu'ils ont utilisé les résultats produits auparavant afin de booster les recherches sur le développement du vaccin contre le SARS-CoV-2. C'est ce qu'ont fait énormément d'autres laboratoires travaillant sur la famille des coronavirus, famille comprenant le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2. Le VIH fait partie de la famille des rétrovirus et malheureusement il n'y a pas tant d'antériorité que ça en fait sur les rétrovirus. Pour faire de la recherche expérimentale, on utilise des animaux modèles. Le modèle le plus utilisé c'est la souris. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que en fait chez les animaux, la plupart des animaux, le VIH ne cause pas le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc le sida
comme chez l'humain. Donc c'est que les animaux parviennent soit à se débarrasser du VIH, soit tout simplement à vivre avec. Le modèle de souris le plus utilisé actuellement pour étudier le VIH, c'est une souris qui a été modifiée génétiquement et c'est une souris qui n'a pas de système immunitaire. C'est ce qu'on appelle une souris nude ou SCID. Donc voilà encore, on vient de voir l'une des raisons qui explique pourquoi le développement d'un vaccin contre le VIH est hyper difficile. Donc c'est bien le manque d'antériorité. Bien sûr, c'est à ne pas confondre avec un manque de recherche. Il y a énormément de recherches sur le VIH et sur le sida. Comment est-ce que le VIH contourne ou échappe au système immunitaire? Comment est-ce qu'il crée des réservoirs chez l'humain qui sont indétectables? Enfin bref, il y a des tonnes et des tonnes de sujets qui sont adressés chaque jour par des chercheurs. Mais c'est vrai que ce manque d'animaux modèles, du moins robustes, fait qu'en fait, il est difficile d'avoir des résultats qui soient applicables, on va dire, plus ou moins rapidement à l'humain. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir? La vitesse historique à laquelle le vaccin a été développé s'explique entre autres par des gros investissements qui ont été faits et injectés dans la recherche. Et clairement, les investisseurs ont senti le bon filon et ils ont vu l'opportunité commerciale qui se cachait derrière le développement de ce vaccin et ils se sont dit ok, là, go, on investit à mort. Et clairement, là, je pense qu'ils sont en train de danser tranquille sur une plage paradisiaque parce que lorsqu'on voit les doses par milliards commandées par les gouvernements, clairement, là, je pense que c'est un investissement historique et hyper rentable, hyper rapidement. Après, si j'ai un petit mot à faire passer en tant que future chercheuse, c'est qu'il ne faut pas attendre tout simplement qu'il y ait une pandémie pour investir dans la recherche. La recherche, c'est un domaine qui prend énormément du temps et qui ne se fait pas ou qui est moins efficace sous la pression, comme dans plein de domaines. Et donc, vaut mieux investir dans la durée plutôt que de seulement saisir une opportunité commerciale et investir en masse. On a aussi vu qu'il y avait de réelles différences biologiques entre le VIH et le SARS-CoV-2. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que certes, il y a toujours un peu de business et une question d'argent sous-jacent, mais on a vu que pour expliquer un différentiel entre 10 mois et 40 ans, c'est qu'il y a de réels challenges biologiques à surmonter et les chercheurs clairement se grattent la tête chaque jour pour essayer de trouver enfin un vaccin contre le VIH. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai pris énormément de temps à la bosser, donc n'hésitez pas à mettre vos feedbacks dans les commentaires. Aussi, si vous avez d'autres curiosités scientifiques que vous aimeriez que je décortique, n'hésitez pas aussi à me mettre ça dans les commentaires, clairement j'adore faire ça et c'est aussi un peu mon quotidien, donc ce sera vraiment avec plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit bien évidemment. Et comme on est dans le thème du VIH et du sida, je ne pouvais pas finir sans mettre un petit message de prévention. Protégez-vous pendant les rapports sexuels. On a bien vu qu'il n'y avait aucun traitement curatif contre le VIH et le sida. Donc bien sûr, il y a des traitements antirétroviraux que vous allez devoir prendre à vie, mais il n'y a pas de traitement totalement curatif. Donc utilisons tous les moyens possibles de contraception pour bloquer la propagation de ce virus. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu les gars et à très bientôt sur Paris Next Door ou ailleurs. Ciao!